Merci au LH Forum de me recevoir. Donc, j'ai de la chance d'avoir un public qui a fait de la gym. Je suis très content. Moi, derrière, j'ai également fait les exercices. Donc, je pense que ça va bien se passer. Je vais vous raconter une histoire, donc l'histoire de Veja, et finalement la raconter exactement comme elle s'est déroulée. Donc, comment ça a commencé. Il y a un proverbe brésilien qui dit on ne noue pas une amitié en buvant du lait. Et je trouve que ce proverbe est assez juste. Et finalement, l'histoire de Veja n'a pas commencé autour d'un verre de lait, mais bel et bien autour d'une bouteille de vodka. Donc nous sommes à New York en mars 2002 avec Sébastien, qui est mon meilleur ami, comme on dit, ami de lycée, avec lequel on a fait les 400 coups. On part à New York pour faire des stages dans la finance, plein de rêves. Bien entendu, vous pouvez imaginer, on va gagner de l'argent. C'était notre stage de fin d'études. Moi, je sortais d'HEC. Et puis, en fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme on l'imaginait. Il y avait un truc qui clochait. Et donc, un soir, on se retrouve, c'était le début du printemps, il commençait à faire chaud. On se retrouve sur le toit de l'immeuble. On achète une bouteille de vodka et on commence à boire et à parler. Et on se rend compte que finalement, on est dans le même cas, on commence à faire des métiers qui ne nous plaisent pas. On passe à côté d'une partie du monde, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous échappe, que le monde dans lequel on évolue est très cynique, refuse finalement de voir les inégalités, refuse de voir l'empreinte écologique néfaste de son activité. Et à ce moment-là, on se rapproche un petit peu des conférences. Enfin, on va à l'ONU, on va écouter des conférences, on voit qu'il se passe quand même des choses, qu'il y a des gens qui essayent de faire bouger les choses. Et finalement, la vodka faisant son travail, on se dit, on arrête tout, on rentre à Paris et on rentre pour repartir. Et pour repartir en voyage pendant 1 an, autour du monde, pour finalement ouvrir les yeux, aller voir, aller prendre le pouls de ce monde qu'on nous cache, enfin en tout cas que l'on ignore dans nos bureaux de Wall Street. Et on n'est pas parti juste pour faire du tourisme, on est parti avec l'idée d'étudier le rôle du secteur privé dans le développement durable. C'était vraiment notre regard pendant cette année de voyage, donc toute l'année 2003. Nous sommes partis sur le terrain, on a étudié 56 projets dits de développement durable, de grandes entreprises. Et on a été quand même assez déçus de ce qu'on a vu, très, très honnêtement. On a trouvé que le développement durable était bien souvent quelque chose de cosmétique. Bon, c'était des grandes entreprises. Je ne vais pas forcément citer les noms, mais c'était des grosses boîtes du CAC 40. Et on est allé en Chine, on est allé en Inde, on est allé en Afrique du Sud, étudier, par exemple en Chine, une centrale, l'implantation, enfin l'impact d'une centrale à charbon sur un village. En Afrique du Sud, le Black Empowerment dans les mines. Et finalement, on a trouvé qu'à chaque fois, le développement durable était un petit peu en dehors du business. C'était quelque chose qui n'était pas inclus dans l'entreprise, mais qui venait se rajouter un petit peu comme un vernis, avec beaucoup de marketing, et finalement peu d'action, peu de choses. Enfin, on a trouvé qu'on était un petit peu en dehors du sujet du développement durable, sur la majorité des sujets qu'on a pu étudier. Donc une certaine désillusion, mais quand même une volonté d'agir. Et il y a un projet qui nous a marqué, et finalement une rencontre avec Tristan Lecomte, qui à l'époque montait la marque Alter Eco, que vous connaissez peut-être, donc une marque d'alimentaire issue du commerce équitable. Et lui nous a demandé d'aller auditer un projet en Amazonie, donc une coopérative auquel il achetait des cœurs de palmier. Et là on a découvert finalement ce que c'était que le commerce équitable, et on s'est dit ça c'est exactement ce qu'on veut faire. Il y a un consommateur en France qui achète une boîte de cœurs de palmier, et juste par cet achat, sans aucune charité ni de communication à outrance, la coopérative en Amazonie a une pratique agro-florestale qui permet à des gens de vivre dignement de leur travail et à la forêt d'être préservée. On s'est dit, ça c'est un modèle qui marche, qui nous intéresse. Sauf que, bon, les cœurs de palmier c'est gentil, mais nous ça ne nous intéressait pas plus que ça. Donc on est rentré à Paris, donc des illusions, mais quand même rêve. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Et finalement, on n'a pas cherché très longtemps.
on a regardé nos pieds, on s'est dit, mais c'est ça, on adore les baskets, on est des tarés de baskets. Depuis qu'on a 15 ans, on collectionne les baskets, on a un peu une guerre entre nous de qui a la plus belle paire, la plus rare. Et finalement, on est fiers de nos baskets, on était fiers de nos baskets, mais il y avait aussi ce petit truc qui clochait, c'est-à-dire qu'on savait qu'elles étaient fabriquées dans des conditions qui n'étaient pas terribles. Et du coup, on a rejoint finalement les deux mondes, donc la passion des baskets et l'envie de faire changer les choses dans les pratiques de développement durable. Et on a donc monté, on s'est donc posé la question, comment fabriquer des baskets qui respectent l'homme et l'environnement. Et donc, avec tout le voyage qu'on avait fait, les projets, on voyait un petit peu des trucs qui marchaient, des trucs qui ne marchaient pas. Et on a commencé à bosser, du coup, sur un modèle qui ne soit pas un modèle d'aide et finalement de charity business qu'on connaissait dans les années 80, mais un modèle de trade, donc en s'inspirant vraiment de ce qu'on avait vu avec Tristan Lecomte et son commerce équitable, comment proposer une basket respectueuse de l'homme et de l'environnement. On a travaillé, on a remonté des filières, on avait beaucoup aimé, on avait terminé notre voyage par le Brésil et on s'est dit c'est là qu'on va produire nos baskets, il y a tout ce qu'il faut. On va rentrer dans le détail. Et finalement, on a aussi travaillé sur un design. Donc la basket que vous voyez là, je vous ai apporté la vraie. Donc la première basket Veja que je vais faire tourner pour vous, que vous voyez un petit peu, que vous touchiez les matières. Vous allez voir qu'on est très concret. Finalement, une basket, c'est quoi? Une toile de coton, un empiècement en cuir, une semelle en caoutchouc. Comment on va faire en sorte que ce produit, tout au long de la chaîne de production, ait un impact positif? Donc ça peut être réduire l'impact négatif, ou alors carrément avoir un impact positif. Et du coup, on s'est intéressé, on a remonté les filières de production de cette basket, en essayant à chaque fois, comme je le disais, d'avoir véritablement un impact positif. Donc la toile de coton est en coton issu de l'agriculture biologique, qu'on achète en respectant les critères du commerce équitable. On va regarder quelques images pour aller voir un petit peu la région de production de ce coton. On se situe à 200 km au sud de Fortaleza, donc dans une région semi-aride, dans l'état du Ceará au Brésil. C'est une région assez compliquée. Le coton est une plante qui a besoin, vous le savez peut-être, de beaucoup d'eau. Une plante qui aujourd'hui consomme énormément de pesticides. Et là-bas, une ONG, enfin finalement c'est un type extraordinaire qui s'appelle Pedro Jorge, qui est un agronome qui aujourd'hui a 75 ans, qui a développé depuis 25 ans la culture du coton bio adaptée au climat semi-aride brésilien. Et au-delà du côté biologique, c'est vraiment une culture agroécologique. Là, on a été un peu vite, vous voyez toute la filière, comment on arrive du coton au tissu. La partie la plus intéressante à nos yeux, c'est vraiment la partie de la culture du coton. Donc c'est une culture agroécologique, c'est-à-dire que ce n'est pas une monoculture de coton, c'est du coton mélangé par filière de production avec des produits agricoles pour la consommation, donc du haricot, du riz. L'idée, c'est vraiment que le producteur, donc l'agriculteur, ait une sécurité alimentaire grâce à son consortium de produits et que le coton vienne lui apporter une culture de rente, donc pour lui permettre d'acheter des marchandises. Voilà, donc ça c'est la partie écologique du coton. La partie commerce équitable, qu'est-ce que ça veut dire le commerce équitable? C'est très simple, c'est un prix juste qui est complètement déconnecté du prix des matières premières, donc de la bourse des matières premières. C'est un prix qui dépend véritablement des conditions de travail, c'est-à-dire qu'on ne produit pas du coton équitable à perte, alors qu'on produit du coton conventionnel à perte, avec des désendettements, des situations sociales tragiques. Voilà pour le coton. La toile, donc en coton bio, on rencontre cette association, ce type formidable. On monte un premier partenariat, un contrat de 3 ans. Donc c'est aussi ça le commerce équitable, c'est avoir une garantie quand on va planter. Donc les producteurs qui travaillent avec nous, on a commencé, ils étaient 100. Aujourd'hui, il y a plus de 450 familles qui plantent du coton qu'on va acheter. Ils ont la certitude qu'à la fin de la saison, donc à la récolte, ils vendront leur coton à Veja avec un prix garanti, qui est un prix qui a été calculé par eux-mêmes.
Finalement, même concept sur le caoutchouc, la semelle de caoutchouc. Comment avoir un impact positif. Et là, on s'est rappelé quand même de notre voyage autour du monde, on s'est rappelé de l'Amazonie, de tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'il y avait à faire en Amazonie pour sauver cette formidable forêt. Et on a essayé de trouver un modèle qui, par l'économie, maintienne la forêt sur pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire travailler avec des producteurs, des seringueros, les seigneurs d'EVA, donc qui saignent les arbres. Vous avez sans doute dû voir ça à la télévision. Donc ils récoltent le latex dans la forêt. Pareil, on va voir quelques images de cette récolte. Et finalement, l'idée, c'est de valoriser leurs produits. C'est-à-dire qu'en se déconnectant encore une fois du prix du marché, en adoptant une technologie tout à fait innovante, on est la seule marque de chaussures à utiliser cette technologie, qui nous permet d'acheter en direct, vous allez le voir sur le film, le producteur dans la forêt, donc il récolte son latex, et ensuite il va lui-même faire le processus industriel qui normalement est fait dans une usine. Et ce qui fait que finalement, entre la forêt Amazonie et l'usine de fabrication qui se situe dans le sud de Brésil, il n'y a aucun intermédiaire. Donc au lieu de vendre son caoutchouc à 90 centimes d'euros, si on fait la conversion entre le réal, qui est à peu près le prix du marché, il va le vendre à 4 euros le kilo. Et ce caoutchouc va pouvoir être intégré directement dans notre modèle et donc dans les semelles de la chaussure que vous avez entre les mains pour certains. Donc voilà pour le coton, voilà pour le caoutchouc. Viendra ensuite le cuir, qu'on a développé 2 ans finalement après le lancement, mais on va simplifier. Vous voyez qu'il y a une pièce de cuir sur la chaussure. Le cuir, comment avoir un impact positif au niveau du cuir? Finalement, la plupart des tanneries, la plupart des vêtements en cuir ou des chaussures que vous pouvez acheter sont fabriqués avec du cuir qui est tanné au chrome. Le chrome, c'est un métal lourd qui, une fois qu'il est passé dans les foulons de tannage du cuir, est rejeté dans l'eau, qui va d'ailleurs sur votre peau, dans le cas des montres, ou sur vos pieds, dans le cas des chaussures. Donc finalement double peine pour l'utilisateur et pour les rivières qui entourent les tanneries, sans parler du personnel qui travaille dans les tanneries, donc qui sont confrontés toute la journée à des métaux lourds. Donc nous, pour le cuir, qu'est-ce qu'on s'est dit? On n'a pas pour l'instant réussi à remonter jusqu'au producteur et à sa vache. C'est un travail sur lequel on réfléchit. Mais pour l'instant, on a travaillé sur un tannage végétal. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un tannage végétal? Au lieu d'utiliser ce métal lourd, on revient à des techniques qui étaient maîtrisées, puisque l'utilisation du chrome a débuté dans les années 50. On revient aux techniques un petit peu plus anciennes de tannage avec des extraits végétaux, dont l'acacia. Savoir qu'aujourd'hui, qui travaille avec ces techniques-là? Des marques comme Chanel ou Vuitton. Personne n'a eu l'idée farfelue d'aller travailler avec du cuir végétal pour fabriquer des baskets. Bon, bah, nous, on l'a fait, et finalement, ça se passe très bien. Donc, voilà, il suffit parfois de vouloir, de chercher un petit peu, et on y arrive. Donc voilà, ça, c'est vraiment le concept, la première basket que vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette basket, une fois qu'on a eu cette idée, vraiment avec les 3 composantes, caoutchouc, coton, cuir? On est allé voir un salon de mode qui s'appelle le Who's Next. Et en septembre 2004, on a proposé nos baskets. Donc on avait ce modèle décliné en 8 couleurs, c'est tout. Donc à ce salon de mode, donc on a eu un stand gratuitement. Et là, on s'est rendu compte, bon déjà que ça marchait très bien, puisqu'on a eu dès le début des grands clients comme le Bon Marché, comme les Galeries Lafayette, comme le Printemps. Donc l'histoire a démarré très vite commercialement. Et le gros enseignement de ce premier salon, c'est que les acheteurs se retournaient sur le produit plus que sur le concept. Et finalement, à partir de là, on a construit notre modèle économique. Et on a, je pense, une particularité justement sur le marché de la mode éthique, comme on peut parfois l'appeler, c'est qu'on a dès le début travaillé énormément sur le style, sur les collections, parce qu'on s'est rendu compte que les gens, les clients, que ce soit les boutiques qui nous distribuent, que les clients finaux, ce qui va motiver leur achat, c'est d'abord le look, d'abord le fait qu'ils aient envie de porter cette basket.
Ensuite, l'histoire viendra en complément, c'est la cerise sur le gâteau comme on peut le dire, mais véritablement la première envie, elle est sur le produit. Donc on démarre, une petite entreprise qui démarre sa vie avec, donc là il a fallu trouver une usine pour fabriquer ces produits, donc on avait déjà visité quelques usines, on a confirmé avec une usine dans le sud du Brésil. Il faut savoir que le Brésil a des conditions de travail, et c'est aussi une des raisons principales pour lesquelles on a choisi de travailler avec le Brésil et pas avec les pays d'Asie du Sud-Est qui fabriquent la plupart des baskets qui sont sur le marché, c'est que les conditions de travail sont bien différentes, bien plus comme des conditions de travail européennes, avec des heures supplémentaires payées, avec des ouvriers qui ne dorment pas sur leur lieu de travail mais qui rentrent chez eux tous les soirs, avec des syndicats, donc avec véritablement une fabrication dans la dignité, ce qui était important pour que la chaîne soit complète. Donc les baskets sont fabriquées dans le sud du Brésil, elles embarquent par bateau et elles arrivent ensuite en France où elles sont stockées et redistribuées à partir d'un atelier de réinsertion qui s'appelle Atelier sans frontières. Donc là, encore une fois, tout au long de la chaîne, essayer d'avoir un impact positif. Et nous, on nous a semblé qu'au niveau de la logistique, cet impact positif passait par de la réinsertion. C'est un métier où finalement, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de réinsertion, mais des gens qui sont un petit peu à la marge du marché du travail, qui ont fait de la prison, qui ont été longtemps donc chômeurs, qui ont des problèmes d'alcoolisme ou de drogue, vont apprendre un métier, vont être formés. Et le métier de la logistique est un métier où il y a une forte demande. Donc finalement, quelqu'un qui passe par Atelier sans frontières, qui travaille 1 an et demi sur Veja, recevoir des containers de baskets, les trier, préparer des commandes pour les clients, livrer nos clients directement pour notre site de vente en ligne, ils vont retrouver un emploi assez facilement par la suite parce qu'il y a tout le développement du e-commerce qui fait que ces profils-là sont demandés. Donc là, partenariat avec une ONG, donc Atelier sans frontières, avec qui on a pu grandir depuis 2004. Je parlais du modèle économique. Finalement, vous imaginez bien que toute cette belle histoire, elle a un coût. Acheter du coton bio, du caoutchouc sauvage, du cuir de luxe, on va dire, fabriqué au Brésil alors que la concurrence achète des matériaux synthétiques et fabrique en Chine. Au final, comment on reste compétitif par rapport à eux? Comment on va trouver la durabilité économique? Comment faire cette équation? C'est une équation très simple, 0-0. Donc tout d'abord, zéro stock. Nous prenons des commandes, nos clients nous passent commande, nous produisons exactement ce que nos clients commandent. Et ce qui fait que nous ne prenons pas de risque, que il y a véritablement un équilibre entre l'offre et la demande, ce qui fait qu'il n'y a pas de surproduction. On a remarqué que dans beaucoup de marques de mode, il y avait une production à outrance qui ensuite génère des soldes, des prix cassés et finalement des mauvaises habitudes du consommateur où le produit en magasin ne reflète plus le prix de production, il est totalement déconnecté et ce en raison de la surproduction. Et deuxième principe donc, de l'équation 0-0, zéro publicité. C'est le principal levier finalement. Quand vous achetez une paire de baskets de grandes marques, vous payez principalement de la publicité, du sponsoring sportif. C'est vrai qu'avec notre modèle, on a remis la valeur vers la production, vers ce qui fait véritablement le produit. On sort du délire marketing où la valeur est dans l'accessoire. Nous, on a vraiment remis ça, on a inversé donc la chaîne de valeur et redonné sa place aux matériaux, à la fabrication. Et ce qui permet aujourd'hui à Veja de proposer des produits qui sont dans le marché. Ils ne sont pas plus chers parce qu'ils sont issus du commerce équitable, parce qu'ils sont biologiques, et ce qui fait que notre entreprise a pu se développer sainement. Donc finalement, depuis ce premier salon, ce premier produit, l'entreprise a grandi. 7 ans plus tard, nous sommes une petite trentaine à travailler chez Veja. On a 3 bureaux, un à Paris, un à Londres, un au Brésil pour s'occuper de la production. Pour que vous ayez un ordre d'idée, on vend environ 100 000 paires de baskets par an, même si je pense que ça ne parle pas forcément à grand monde.
Ça génère un chiffre d'affaires à peu près de 6 millions d'euros. Donc ça peut-être parle déjà à plus de monde. Donc voilà, un projet qui a commencé un petit peu comme un défi. Est-ce que c'est possible de faire des baskets qui respectent l'homme et l'environnement et qui finalement devient un vrai projet, une vraie entreprise avec des bureaux, des salariés et finalement une attention, comme je vous le disais, portée au look, aux collections, donc un grand travail. On a commencé, comme je vous le disais, avec une seule basket déclinée en 8 coloris. Aujourd'hui, on a une gamme qui est très vaste, avec 8 modèles de baskets pour adultes, avec des accessoires, des sacs, des portefeuilles, des partenariats. On a fait des partenariats avec Agnès B, avec Comptoir des Cotonniers, avec différentes marques dans le monde. Aujourd'hui, Veja est distribué dans environ 250 points de vente dans 25 pays. Donc l'aventure continue. C'est une aventure qui n'est pas prête de s'arrêter. Et finalement, l'année dernière, on a été encore un pas de plus dans la chaîne de valeur, puisqu'on s'est intéressé à la distribution. Et on a monté notre propre centre commercial, enfin en tout cas notre version rêvée d'un centre commercial, donc, où nous vendons nos produits et nous proposons également d'autres marques, des coups de cœur, des marques qui nous plaisent. Donc c'est une boutique qui est à Paris, près du canal Saint-Martin, où nous proposons des livres, des meubles, des marques de mode respectueuses de l'environnement et ou des conditions de travail, et toujours avec le souci de la présentation, le souci d'avoir quelque chose qui soit désirable avant tout. Nulle part dans notre boutique, comme dans les boutiques qui distribuent Veja, on va placarder des grands panneaux avec marqué commerce équitable, des choses comme ça. On ne croit pas à ce modèle-là. On pense que les gens rentrent dans notre boutique parce qu'ils trouvent ça joli, qu'ils ont envie de s'habiller. Et ensuite, surprise, ah bah tiens, c'est fabriqué en France, bah tiens, c'est fait avec du coton bio, tiens, c'est des baskets Veja, c'est un petit peu différent. Donc voilà le mode de fonctionnement de notre entreprise qui grandit, donc avec une première boutique. Et je voulais terminer en fait Là, vous avez eu beaucoup d'informations, mais finalement, il vous manque une information, c'est savoir ce que veut dire Veja. Et donc là, ça y est, vous le savez. Et finalement, le cœur du projet Veja, c'est ça. Au-delà de toute l'économie qu'on a pu générer, c'est avant tout une démonstration, c'est-à-dire une invitation à regarder comment sont fabriquées les choses qui nous entourent et à essayer de réinventer finalement les objets. Donc nous, on a pris la basket parce que c'était un objet qui nous tenait à cœur. Je pense que si on avait fait des vêtements, on n'aurait pas eu le même succès. On n'a pas forcément de très bon goût en vêtements, la preuve. Mais voilà, donc finalement, j'ai envie de terminer par une invitation à ce que chacun d'entre vous essaye de réfléchir à des produits avec lesquels ils ont une affinité. Et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Parce que bon, finalement, notre impact aujourd'hui, tout au long de la chaîne, on a un impact positif, mais ça reste que 100 000 paires de baskets, c'est 50 familles en Amazonie qui luttent contre la déforestation, c'est 450 familles dans le Nord-Est, ça ne va pas être suffisant. Donc l'idée de Veja et le nom de Veja, pourquoi regarde, c'est aussi pour attirer l'attention, pour montrer que c'est possible d'être rentable et d'avoir un impact positif sur son environnement, tant social qu'environnemental, et donc appeler d'autres gens à finalement continuer l'aventure. Merci.